Je m'appelle Étienne. J'ai 48 ans. Pas le genre de mec qui parle beaucoup de sentiments ou de drames. Je dirige une entreprise, je bosse dur, et j'ai toujours cru qu'il fallait bien traiter les gens qu'on aime. Pendant la majeure partie de ma vie adulte, je pensais que j'avais une bonne situation. J'ai monté une boîte de toutes pièces, j'y ai tout mis. Et je pensais le faire pour nous. Pour ma femme, Sophie, et nos 2 filles. Sophie a 45 ans. Elle a toujours été le genre de femme qu'on remarque. C'est un fait. Belle, élégante, langue bien pendue, et elle savait illuminer une pièce quand elle le voulait. Et Thibaut? Mon meilleur pote depuis la fac, ou du moins je le croyais. Directeur financier de la boîte, bras droit pendant 2 décennies. On n'imagine pas se méfier d'un type comme ça. Pas quand on a passé des nuits blanches à construire une entreprise ensemble, partagé des repas de Noël chez l'un ou l'autre, tenu bon face aux pertes, aux licenciements, aux galères de croissance. Il s'avère que j'aurais dû être plus vigilant. Ce qui a tout fait basculer, ce n'était pas juste la trahison, c'était le regard sur son visage quand je suis entré dans la chambre et que je les ai vus. Ensemble. Chez nous. Dans notre lit. Elle n'a pas paniqué. Elle ne s'est pas excusée. Elle a souri. C'est drôle, les petits détails qu'on retient dans ces moments-là. Je me souviens qu'elle avait laissé traîner un de mes vieux pulls en laine sur le dossier de la chaise. Celui qu'elle piquait toujours quand elle avait froid. Il y avait un verre vide sur la table de nuit, le sien, avec encore un quartier de citron dedans. Et Thibaut, il n'a même pas bronché. Il est resté assis là, comme s'il attendait que je m'énerve, que je parte ou que je m'effondre. Tout ce qu'il a fait, c'est hausser les épaules. Un haussement d'épaules. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. On passe sa vie à essayer d'être le mec bien, construire un avenir, protéger ceux qu'on aime, subvenir aux besoins. Et puis, en un souffle, tout est tordu en quelque chose qu'on reconnaît à peine. Elle n'a pas pleuré. N'a même pas essayé de nier. Plus tard, elle m'a dit que j'avais rendu les choses trop faciles. Que j'avais été trop absorbé par l'entreprise pendant trop longtemps. Elle l'a dit comme si j'étais le naïf d'avoir eu confiance en elle. Peut-être que je l'étais. Mais rien de tout ça ne m'a préparé à ce qui a suivi. La partie juridique. Voyez-vous, on vit dans une région où le « divorce sans faute » signifie que le tribunal se fiche de savoir pourquoi le mariage s'est terminé. Il se fiche de l'adultère. Tout ce qui compte, c'est ce qui est écrit sur le papier. Et sur le papier, je possédais 90% de l'entreprise. Sophie avait droit à la moitié de ma part. Soit 45%. Thibaut, en tant que DAF, possédait déjà 10% d'un accord antérieur conclu lors d'une extension de la boîte. Faites le calcul. Ça fait 55%. Ce qui signifie le contrôle. Ce qui signifie qu'il pouvait faire ce qu'il voulait de l'entreprise, mon entreprise. Et oui, il me restait 45%. J'aurais pu m'accrocher. J'aurais pu me battre. Mais je connaissais Sophie et Thibaut. Ils n'étaient pas là pour le long terme. Ils ne comprenaient pas ce qui faisait fonctionner cette boîte. Ils ne voyaient que les billets, et l'occasion de toucher le jackpot. Si je m'accrochais, ils la dépeceraient morceau par morceau, juste pour me virer. Alors j'ai fait l'impensable, je lui ai donné les 45% restants. Volontairement. Mais pas sans condition. Voyez-vous, je n'ai pas demandé cette réunion parce que je voulais supplier. Ou pleurer. Ou hurler. Je n'ai pas demandé à les voir parce qu'elles me manquaient. J'ai demandé parce que j'avais une dernière carte à jouer et je voulais les regarder dans les yeux quand je la poserais sur la table. Je leur ai demandé de me rejoindre au cabinet de mon avocat. Terrain neutre. Propre. Professionnel. Pas de cris. Pas de drame. Juste des papiers et une vengeance discrète. Sophie a accepté tout de suite, elle pensait sans doute que j'avais enfin lâché l'affaire, que je voulais faire la paix, peut-être serrer la main et disparaître dans l'ombre. Et Thibaut? Il est venu pour la même raison. Ils étaient suffisants. Triomphants. Prêts à signer les derniers papiers et à prendre le contrôle de tout ce que j'avais bâti de mes propres mains. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais prévu. On s'est retrouvés au cabinet de mon avocat un mardi après-midi. Franchement, je voulais juste que ce soit fini. Tout le cirque juridique, les papiers, les humiliations, je voulais tout laisser derrière moi. Cette réunion était censée être la dernière étape. Une petite séance pour signer tout, clore le chapitre, et passer à autre chose.
Je pensais que ce serait juste nous trois et nos avocats. Propre et discret. Mais quand je suis entré dans la salle de réunion, j'ai eu l'impression d'entrer dans un tribunal. 8 personnes. 8. Sophie était là, bien sûr, habillée comme si elle allait à un gala de charité plutôt qu'à la conclusion d'un mariage de 24 ans. Cheveux impeccablement coiffés, ongles faits, visage indéchiffrable. À côté d'elle, Thibaut, cool comme toujours dans sa veste bleu marine, en train de scroller son téléphone comme s'il avait mieux à faire. Son avocat personnel était à sa droite, un type corporate à la langue bien pendue avec des lunettes plus chères que ma camionnette. Son assistant, un gars qui ne devait pas avoir plus de 28 ans, était assis à côté avec un ordinateur déjà ouvert. De mon côté de la table, il y avait mon avocat, François, un mec qui m'a accompagné dans les acquisitions, les procès, les extensions et tout. Dur à cuire, malin comme pas permis, mais aujourd'hui il avait l'air fatigué. Et je ne lui en veux pas. Il avait amené sa collaboratrice, Jeanne, qui organisait les documents. Puis moi, assis au bout de la table, me sentant comme un étranger à mes propres funérailles. Tout le monde était silencieux. Pas de bavardage. Pas de bonjour. Juste le froissement des papiers, le bruit d'un clavier, et la tension qui pesait sur la pièce comme un étau. On entendait chaque respiration. Personne ne se regardait dans les yeux. Que des regards en coin, lèvres pincées, et yeux fixés sur les dossiers. Une confirmation du tribunal était arrivée 1 heure plus tôt. Le divorce était officialisé. Chaque signature de chaque motion avait été revue et acceptée. 24 ans de ma vie envolés avec une enveloppe timbrée et quelques fichiers numériques. Il y avait une carafe d'eau sur la table d'appoint, à moitié pleine. Personne n'y a touché. L'horloge murale faisait tic-tac assez fort pour être agaçante. Puis Marc s'est levé. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Il était le consultant juridique externe de la boîte à l'époque où on démarrait et qu'on essayait de décrocher nos premiers contrats de licence. On avait joué au golf une fois. Il connaissait les prénoms de mes gosses. Mais aujourd'hui, Marc avait l'air de ne pas vouloir être là. Il arborait ce sourire d'avocat à moitié sincère, celui qui dit « Je n'aime pas ce que je vais faire, mais je vais le faire quand même ». Il s'est raclé la gorge et a tenu un dossier Kraft à 2 mains. « C'est mon devoir », a-t-il dit en baissant les yeux, « de vous informer que vous êtes relevé de vos fonctions de président et directeur général de l'entreprise, avec effet immédiat. » Pas de cérémonie. Pas d'explication. Pas de remerciement. Juste des mots froids sur un ton neutre, comme si on me demandait de rendre les clés d'une voiture de location. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas scié. Je suis resté assis là, les mains croisées sur la table, à regarder droit devant. L'avocat de Sophie a griffonné quelque chose sur un bloc jaune. L'assistant a tapé plus vite. Thibaut s'est calé dans son fauteuil comme s'il venait de conclure une affaire. Une jambe sur l'autre, doigt croisé derrière la tête. Il avait l'air détendu. En contrôle. À l'aise. Peut-être que maintenant, dans sa tête, il était le patron. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la façon dont Sophie l'a regardé. Ce n'était pas de l'affection. C'était de la confiance. Comme si elle croyait enfin être sortie de mon ombre. Elle a croisé les jambes et joint les mains sur ses genoux, ce petit sourire encore au coin des lèvres. Ce regard qu'elle me lançait toujours quand elle pensait avoir gagné une dispute. Marc a posé les papiers devant moi, les tournant pour qu'ils soient déjà dans le bon sens. Mon nom était tapé en gras en haut, résiliation du contrat de direction effet immédiat. Rien de plus personnel qu'une lettre type pour vous rappeler que vous êtes viré. Aurais-je accès à mon bureau? Ai-je demandé, toujours fixé sur le document. Marc a marqué une pause. Vous serez autorisé à y entrer sous surveillance. Un représentant de l'entreprise sera présent pendant que vous récupérerez vos effets personnels. Date et heure à coordonner. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. François n'a pas dit grand-chose. Il s'est penché en avant, lisant les petites lignes avec un stylo qui tapotait la table. On avait déjà discuté de cette partie. Pas de surprise, du moins pas pour l'instant. Thibaut a murmuré quelque chose à Sophie, et ils ont tous les deux rigolé. Je ne sais pas quoi. Je m'en fichais. Je suis resté là à fixer la table, la surface en bois verni qui reflétait juste assez de lumière pour montrer les plis de chaque papier. Toute la pièce semblait irréelle. Comme si je regardais la vie d'un autre se défaire. Comme si je n'étais qu'un spectateur de plus. Mais non.
C'était ma vie. Mon entreprise. Mon mariage. Mon soi-disant meilleur pote. Et maintenant, ils étaient tous assis de l'autre côté de la table, à attendre que je quitte la scène. Personne n'a proposé de serrer la main. Personne ne m'a remercié d'avoir construit l'endroit qui payait tout leur salaire. Personne n'a même dit au revoir. J'ai hoché lentement la tête. Merci, Marc. J'ai déjà vidé mon bureau. On parlera du licenciement plus tard. Il a levé les yeux du dossier, surpris. Rien n'est prévu dans les termes de votre résiliation, Étienne. Pas d'indemnité. Pas de avantage. J'ai haussé un sourcil. Vraiment? Je me suis un peu calé dans mon fauteuil. Pas même une poignée de main et une tasse avec le logo après 25 ans? Il avait l'air mal à l'aise, a jeté un œil à l'avocat de Sophie, puis haussé les épaules comme si ses mains étaient liées. Évidemment. Il ne faisait que suivre les ordres. Mais entendre qu'il n'y avait rien, ni reconnaissance, ni indemnité, ni plan de transition et bien, c'était autre chose. Je me suis redressé. Très bien, ai-je dit en me raclant la gorge. Parlons. On m'a accordé 1 heure pour cette réunion. Je compte l'utiliser. Tout le monde a arrêté de gigoter. J'ai regardé Sophie droit dans les yeux. Elle n'a pas rendu le regard. Elle fixait la table de réunion comme si c'était la chose la plus intéressante qu'elle ait jamais vue. J'ai attendu. Le silence pesait, épais et rance. Enfin, j'ai demandé, dis-moi une chose. Ai-je été un mauvais mari? Un mauvais père? T'ai-je jamais refusé quelque chose dont tu avais vraiment besoin? Toujours pas de regard. Sophie. Elle a enfin tourné légèrement la tête et levé les yeux au ciel comme une ado prise en flagrant délit. Pendant un bref instant, j'ai cru voir une lueur derrière son visage, de la culpabilité peut-être, ou des regrets, mais ça a passé si vite que je n'en étais pas sûr. Puis elle a ri. Pas un grand rire. Pas même cruel. Juste un petit gloussement désinvolte. Comme si mes questions étaient stupides. Comme si tout ça était indigne d'elle maintenant. Étienne, a-t-elle dit, ce n'est pas une question de ton bilan. C'est une question d'argent. Évidemment. Tout se résumait à des chiffres pour elle. Pas de souvenirs. Pas de valeur. Juste le bilan. On nous a proposé 20 millions d'euros, a-t-elle dit, la voix soudain lisse et répétée. Thibault en prend 4. Moi le reste. Son ton était plat, factuel. Comme si elle parlait de partager l'addition au resto. On va enfin quitter cette petite ville pathétique. Tu peux continuer à mariner dans la misère provinciale si tu veux, mais moi j'en ai assez. Ça m'a frappé plus fort que prévu. Elle le disait comme si l'endroit où on avait bâti notre vie, la communauté, les voisins, l'école où nos filles ont grandi était une poubelle dont elle attendait de s'extirper depuis des années. Je vois, ai-je répondu. Donc tu penses que tout ça est indigne de toi maintenant? Elle a souri sans sourire. Ça l'a toujours été. Tu ne l'avais juste pas remarqué. J'ai tourné mon attention vers Thibault. Il s'était à nouveau calé dans son fauteuil, bras croisés derrière la tête comme s'il s'étirait après un bon repas. Il n'a rien dit. Pas besoin. Son sourire suffisant parlait pour lui. Cette assurance arrogante qu'il avait chopée quelque part, probablement au même endroit que l'idée que la trahison n'avait pas de conséquences. J'ai regardé Sophie à nouveau. Et tu assumes la façon dont c'est arrivé? Tu en es vraiment fier? Elle a agité la main. C'est du business. On ne fait pas de sentimental en business. C'est ton problème. D'accord, ai-je dit doucement. Du business. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais raté des événements familiaux parce que je tirais des nuits blanches pour maintenir la boîte à flot. Toutes les fois où j'avais refusé des offres mieux payées parce que je voulais garder les choses locales, faire grandir quelque chose qui avait du sens. Mais pour eux, j'étais juste le mec qui avait construit le moteur qu'ils voulaient conduire loin. Thibault a enfin ouvert la bouche, d'un ton décontracté. Tu aurais pu faire pareil, Étienne. Tu as eu plein d'occasions de toucher le jackpot. Tu as choisi de ne pas le faire. C'est ta faute. Je l'ai ignoré. Je me suis calé dans mon fauteuil et j'ai regardé Sophie en face, puis Thibault. Ils portaient tous les deux la même expression suffisante, comme s'ils étaient déjà à mi-chemin de la porte et dans un avion pour l'endroit où les riches vont quand ils veulent oublier sur qui ils ont marché pour y arriver. J'ai pris une inspiration et parlé calmement,
même si tout en moi se sentait comme une serpillière essorée. Vous savez que si vous vendez l'entreprise, vous ne partez pas juste avec du cash, ai-je dit. Vous partez avec la vie des gens. Des gens qui bossent ici depuis 20 ans, qui ont aidé à la construire avec nous. Si les acheteurs sont ceux que je pense, ils ne veulent que les brevets. Ils fermeront l'usine dans les 6 mois. Sophie a penché la tête, ennuyée. Et alors? Et ça veut dire que tout le monde est viré, ai-je continué. De l'atelier à la compta. Ce ne sont pas juste des noms sur une fiche de paie. Ce sont des gens. Vous le savez. Elle a levé les yeux au ciel. Tu fais comme si c'était mon problème, Étienne. Ces gens font des gâteaux, organisent des kermesses, entraînent les équipes de foot de leurs gosses. Très bien. Mais moi je ne vais pas passer le reste de ma vie coincé dans cette boucle, à faire comme si c'était noble. Tu faisais partie de cette boucle, ai-je dit. Tu as organisé la moitié de ces événements. Tu apportais des gratins aux repas paroissiaux. Tu souriais et parlais de la chance qu'on avait d'être dans une vraie communauté. C'était une phase, a-t-elle répondu sèchement. Je l'ai dépassée. Toi non. J'ai regardé Thibaut. Il n'a pas dit un mot. Il me regardait juste comme un vieux chien qui aboie trop sur le perron. Nos filles ont grandi ici, ai-je dit. Les familles de leurs copines bossent pour cette entreprise. Ça te va de retourner en ville après ce deal, en sachant que tu as coupé les jambes de chaque foyer que tu appelais voisin. Ils s'en remettront, a-t-elle dit platement. Ils passeront à autre chose. Peut-être qu'ils sortiront enfin d'ici, eux aussi. Ce n'est pas vraiment la terre des opportunités. Et nos filles, ai-je demandé. Qu'est-ce que tu penses qu'elles diront quand elles découvriront que leur mère a aidé à virer les parents de leurs meilleurs amis? Elles s'en ficheront, a-t-elle lancé. Elles sont malignes. Elles ne reviendront pas ici. Elles ont déjà tourné la page, comme moi. Ces mots sortaient vite, comme si elle les avait répétés devant un miroir. Pas de culpabilité, pas d'hésitation. Juste une ambition calculée déguisée en révélation perso. Tu penses leur rendre service? Ai-je demandé. En brûlant tout ce qui les a élevés? Je pense leur donner l'exemple, a-t-elle dit. Comment ne pas se contenter de peu? Je l'ai fixé longtemps, puis j'ai tourné les yeux vers Thibaut. Ses bras croisés, sa mâchoire serrée. Il avait l'air d'un mec qui pensait avoir gagné quelque chose. J'ai décidé que c'était le moment. Dis-moi une chose, ai-je dit à Sophie. Thibaut faisait partie du plan dès le début? Elle n'a même pas scié. Tu veux dire, c'était personnel avant d'être pratique? Non. Mais une fois l'offre arrivée, et qu'on a réalisé qu'on était mieux ensemble qu'à part, ça coulait de source. Donc c'était de la stratégie, ai-je dit. Elle m'a fait un demi-sourire. Surtout. Une fois qu'on s'est mis d'accord entre nous, avancer sans toi était juste plus simple. Et la loyauté? La confiance? L'amitié? Ne sois pas mélodramatique, Étienne. Tu vis dans le passé. J'ai laissé ça planer un moment. Vous vous êtes mis ensemble juste pour l'argent? Ai-je enfin demandé, les yeux rivés aux siens. Elle a souri plus largement cette fois. Surtout, oui. Une fois tout décidé, impossible de faire machine arrière. On savait tous les deux que tu ne t'en remettrais pas. Je n'ai pas bronché. Je pense qu'elle s'attendait à ce que je le fasse. Thibaut a enfin parlé, penché en avant avec les coudes sur la table. C'est juste du business, Étienne. Rien de personnel. Je les ai regardés tous les deux. Ces gens en qui j'avais tout placé à ma famille, mon gagne-pain, mon avenir. Ils étaient assis en face de moi comme si c'était une réunion budgétaire du lundi. Alors parlons business, ai-je dit. Et je le pensais. J'ai plongé la main dans ma mallette et ouvert le gros dossier noir que j'avais apporté. Tout était bien rangé, avec des onglets et des marques pour faciliter la consultation. Je ne l'avais pas fait, je ne suis pas si minutieux. Jeanne, la collaboratrice de François, l'avait préparé. Une perle. Je l'ai posé à plat et ouvert à la première section marquée. Selon l'accord de divorce finalisé, ai-je dit d'une voix stable, tout salarié de l'entreprise licencié pour quelque raison que ce soit dans les 3 ans à venir a droit à une année complète de salaire, sur la base de l'échelle actuelle. Les yeux de Sophie ont glissé vers son avocat. Thibaut s'est penché un peu en avant, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. J'ai continué.
Les fonds pour couvrir ça ont été transférés la semaine dernière dans un compte séquestre indépendant entièrement financé, entièrement sécurisé. Ce compte n'est accessible ni par les dirigeants ni par les propriétaires. Même pas en cas de faillite. J'ai regardé Marc, qui a hoché lentement la tête. C'est exact, a-t-il dit en ajustant ses lunettes. Le compte est géré par un fiduciaire tiers. Non négociable. Les lèvres de Sophie se sont pincées. Elle n'avait pas lu jusqu'au bout. Ou si elle l'avait fait, elle n'y avait pas réfléchi. Thibaut a bougé sur son siège, posant enfin les deux pieds à plat. Fini de se prélasser. Ce qui nous amène à aujourd'hui, ai-je dit en passant à un autre onglet. J'ai brandi le document de licenciement qu'il venait de me remettre. Vous m'avez relevé de mes fonctions de président et DG, avec effet immédiat. Ce qui signifie que je suis désormais un salarié licencié. Personne n'a parlé. Pas un bruit. Donc, ai-je dit en tapotant le papier d'un doigt, à partir de maintenant, selon les termes de cet accord, j'ai droit à une année de salaire. Thibaut a ouvert la bouche, puis refermé. Ça fait 1,2 million d'euros, ai-je continué, qui seront prélevés directement du compte séquestre. Sans délai. Sans recours. Sans interférence. Le visage de Sophie est devenu rouge. On aurait dit qu'elle venait de prendre une gifle. Thibaut? Il avait l'air d'avoir réalisé qu'il s'était assis à une table de poker sans vérifier son portefeuille. C'était dans les papiers, a demandé Sophie d'un ton sec, les yeux tournés vers son avocat. Il a fouillé dans sa mallette, tournant les pages. C'est à la section 8, ai-je dit aimablement. Page 17, paragraphe 2. François l'a surligné. François n'a rien dit. Pas besoin. Son visage disait tout. La voix de Thibaut a enfin produit un son. Ce séquestre est censé être pour les salariés. J'en suis un, ai-je dit. Ou plutôt, je l'étais. Jusqu'à ce que vous me viriez. Et selon les règles que vous avez tous les deux validées, ça me rend éligible à l'indemnité. Sophie s'est penchée pour murmurer quelque chose à son avocat, mais je n'avais pas fini. Je n'ai pas inventé les règles, ai-je ajouté. Vous les avez signées en clôturant le dossier de divorce. J'ai veillé à ce que chaque mot soit approuvé par le tribunal. Le compte séquestre est protégé légalement. Vous ne pouvez rien faire pour bloquer ce retrait. Marc s'est raclé la gorge à nouveau, regardant directement Sophie et Thibaut. Il a raison, a-t-il dit. Le séquestre a été structuré sous contrôle judiciaire. La clause est blindée. Si vous interférez avec le processus de paiement, vous risquez de violer une ordonnance du tribunal. Ce n'est pas quelque chose que je recommande. J'ai attendu une seconde, puis j'ai lentement glissé un autre jeu de documents sur la table. Et voici la chute, ai-je dit. Personne n'a tendu la main pour les prendre. Pas tout de suite. Sophie les fixait comme si elle hésitait entre les attraper ou les brûler. Thibaut était pâle maintenant, les mains jointes, coudes sur la table. Il respirait plus fort, comme s'il réalisait enfin à quel point il était hors de sa profondeur. Je me suis calé dans mon fauteuil et j'ai attendu. Que le silence fasse le reste. Il pensait être malin, pensait pouvoir tout prendre et me laisser les miettes. Il pensait que je partirais avec rien d'autre qu'un ego froissé. Mais j'avais passé des mois à préparer ce moment. Pendant qu'ils planifiaient leur grande évasion avec l'entreprise d'un autre, je posais des protections. Discrètes. Légales. Celles qui ne font pas de bruit avant que le marteau tombe. Et maintenant, on y était. Toutes leurs certitudes, tous leurs raccourcis, tous leurs petits rires suffisants, ça commençait à se fissurer. Et je venais juste de commencer. J'ai pris une inspiration et attrapé le dernier jeu de documents dans mon dossier. Ils étaient propres, fraîchement imprimés, signés à l'encre bleue. Je les ai posés doucement au centre de la table et les ai poussés légèrement vers Thibaut et Sophie. En tant que président de la fiducie Martin, ai-je dit, je révoque toutes les licences pour les brevets de fabrication actuellement utilisés par l'entreprise. À compter du dernier jour de ce mois, les licences expirent, et vous n'êtes plus autorisé à fabriquer ou vendre aucun produit basé sur ces brevets. Silence pendant environ 3 secondes. Puis Thibaut s'est penché en avant comme s'il avait été piqué. Quoi? Sophie a tourné la tête vers moi d'un coup. De quoi tu parles, bon sang? J'ai regardé Marc droit dans les yeux. Vous confirmez? Marc, qui était resté là comme une statue de pierre, a soudain souri juste un peu. Pas suffisant. Juste amusé,
comme quand on voit le karma passer la porte en costard. Ils ne possèdent pas les brevets, a-t-il dit calmement. Ils ne les ont jamais possédés. La propriété intellectuelle de tous les produits phares était sous licence d'une entité juridique séparée, la Fiducie Martin. Cette entité a conservé la pleine propriété des brevets. L'accord de licence était renouvelé mensuellement à un tarif symbolique. Il a tapoté un des documents que j'avais poussé. Tout est là. L'accord de ce mois expire dans quelques semaines. Et Étienne, en tant que seul propriétaire et président de la fiducie, a choisi de ne pas le renouveler. Sophie a cligné des yeux, essayant de digérer. Non, c'est impossible. On possède l'entreprise. On l'a rachetée. On a les parts, le bâtiment, le personnel. Vous avez le bâtiment, ai-je répondu. Vous avez le personnel, les meubles, le compte en banque, la masse salariale. Ce que vous n'avez pas, c'est le droit légal de fabriquer ou vendre les produits pour lesquels cette entreprise est connue. Vous avez perdu ça dès que la fiducie a retiré la licence. Thibault s'est calé dans son fauteuil, abasourdi. C'est une blague. Tu bluffes. Pas de bluff, ai-je dit. Cette fiducie existe depuis plus de 20 ans. Mon père m'a aidé à la créer avant même que je t'embauche. Elle était conçue pour protéger la technologie de base en cas de problème comme un procès, ou une faillite, ou une trahison. J'ai vu le sang quitter le visage de Thibault. Il s'est tourné lentement vers Sophie. Tu étais au courant. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle a regardé son avocat, puis Marc, puis moi. Ses mains étaient à plat sur la table maintenant, appuyant fort, comme si elle essayait d'empêcher la pièce de tourner. Tu veux dire, a dit Thibault en pointant les papiers, qu'on ne possède rien? On est là à se comporter comme si on dirigeait, et on n'a même pas les droits de vendre la seule chose que cette boîte fabrique vraiment. Marc est intervenu à nouveau. La fiducie n'a jamais transféré ses droits. Les brevets étaient sous licence, pas vendus. Et cette licence était soumise à un renouvellement mensuel, qui est maintenant terminé. Et ça faisait partie du divorce? A demandé Sophie, encore sonnée. Non, ai-je dit. Ça n'en a jamais fait partie parce que ça n'a jamais été, c'était pas dans les biens du mariage. La fiducie est une entité séparée. Légalement, elle est aussi indépendante de notre mariage que la compagnie d'électricité. Thibault a lâché son stylo. Sophie a fixé la table, essayant toujours de reconstituer le puzzle, mais l'image ne changeait pas. Vous avez acheté la maison, ai-je dit. Mais j'ai pris le terrain en dessous. Je voyais la panique s'installer maintenant. Sophie s'est calée lentement, les yeux papillonnants tandis qu'elle assemblait ce que ça signifiait. Ça voulait dire que leur parachute doré venait de se transformer en brique. Thibault n'était pas aussi silencieux. On n'a rien, a-t-il sifflé. On est endetté, on a emprunté sur les revenus projetés, on vient de cramer toute notre liquidité pour financer le séquestre que tu as exigé, et maintenant on ne peut même pas vendre un seul truc parce qu'on n'a pas les droits. À peu près ça, ai-je dit. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il grogné. Tu sabotes l'entreprise. Je la protège, ai-je dit. Des gens qui ne savent pas la respecter. Il a regardé Sophie à nouveau, mais cette fois il y avait du feu dans ses yeux. On est mort dans l'eau, Sophie. Tu comprends ça? On n'a rien. On a tout dépensé pour acheter une boîte qui ne peut pas légalement fonctionner. Sophie n'a pas répondu. Ses yeux étaient vitreux maintenant, ses lèvres serrées. Son avocat lui a murmuré quelque chose, mais elle ne l'entendait pas. Marc s'est raclé la gorge une dernière fois. Pour info, Étienne avait le droit légal de tout faire ça. Tout ce qu'il a montré aujourd'hui est légitime et exécutoire. Vous avez signé les accords. Il pensait m'avoir tout pris. Mais il n'avait jamais pris la peine de vérifier ce qu'il y avait dessous. Il n'avait pas regardé les fondations. Il n'avait pas lu les petites lignes. Il pensait que j'étais un mec usé qui allait plier bagages et disparaître. Mais cette entreprise, c'était l'œuvre de ma vie. Je n'allais pas la laisser devenir un pion dans le jeu d'argent de quelqu'un d'autre. Et maintenant, ils apprenaient la différence entre posséder un nom et posséder les droits derrière. Thibault a claqué la main sur la table, faisant trembler un verre d'eau que personne n'avait touché depuis le début de la réunion. Son visage était rouge, mâchoire tellement serrée que j'ai cru qu'il allait se casser une dent. Tu te rends compte de ce que tu as fait, Sophie, a-t-il lâché, sans même essayer de baisser la voix. On ne peut pas vendre l'entreprise. On n'a pas les brevets, on n'a aucun actif qui vaille un clou et on est enterré sous les dettes.
Sophie a cligné des yeux, prise au dépourvu par le changement de ton soudain. Elle était restée silencieuse les dernières minutes, visiblement secouée après l'histoire des licences révoquées. Sa confiance avait commencé à fondre comme neige au soleil, et maintenant Thibaut se retournait contre elle comme un animal acculé. Elle a dégluti. On a toujours l'usine. Il a pivoté la tête. Qu'il faut fermer. Sa voix a résonné dans la pièce. J'ai vu les assistants tressaillir. Même son avocat a bougé sur son siège, son calme commençant à craquer. Thibaut a continué, agitant la main comme s'il pointait des fantômes que lui seul voyait. Tu crois qu'un bâtiment compte quand on ne peut pas fabriquer un seul produit dedans? Les machines, les chaînes, rien de tout ça n'a d'importance sans les droits. Et on doit encore payer chaque personne une année de salaire. Sophie a essayé de dire quelque chose, mais Thibaut ne s'est pas arrêté. Et ce n'est même pas de l'argent qu'on a. Il est bloqué dans un compte séquestre qu'on ne peut pas toucher. On a emprunté pour le financer, et maintenant on est coincé à payer des salaires qu'on ne peut pas se permettre pour des jobs qui n'existent plus. Il m'a pointé du doigt ensuite, tremblant presque de frustration. Et lui? Il touche son indemnité complète grâce au contrat qu'on a signé comme des idiots. Je suis resté assis, calme. Pas besoin de jubiler. Il se démolissait mieux que je n'aurais pu le faire. Puis il a plissé les yeux vers moi. Tu es un salaud, a-t-il murmuré, presque comme un souffle. Ça ne m'a pas piqué. On m'a traité de pire. Marc, qui était resté inhabituellement silencieux, s'est penché en avant et a ajusté ses lunettes. Oh, et Thibaut, a-t-il dit presque trop nonchalamment, puisque tu étais actionnaire depuis le début, ça te disqualifie pour les indemnités. La pièce s'est figée. Marc a continué, ton toujours neutre. C'est un conflit d'intérêts. Les actionnaires avec des responsabilités de direction au moment de la création de l'entreprise ne sont pas éligibles au package de protection salariale, comme indiqué dans l'accord. Thibaut l'a fixé, abasourdi. Quoi? Marc a répété, plus lentement. Tu étais un des actionnaires initiaux. Ça fait de toi un propriétaire. Pas un salarié. Donc pas d'indemnité. La couleur a quitté le visage de Thibaut. Il avait l'air d'avoir oublié un feu qu'il n'avait pas éteint. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Le mec qui était entré dans cette réunion en pensant tenir toutes les cartes était soudain assis dans un tas de cendres. Sophie s'est calée lentement et s'est laissée tomber dans son fauteuil comme si ses jambes avaient lâché. Elle n'a pas parlé. Pas discuté. Pas pleuré. Elle a juste fixé le mur. Peut-être que ça la frappait enfin ce qu'elle avait fait. Ce qu'ils avaient fait tous les deux. Et à quel point ils s'étaient piégés eux-mêmes. Tout ce qu'ils pensaient obtenir, tout ce qu'ils pensaient pouvoir prendre, c'était de la fumée. Ils avaient attrapé quelque chose qui ne leur appartenait pas et réalisé trop tard que c'était un piège. Les mains de Thibaut étaient maintenant crispées sur la table. Sa respiration était saccadée, et il avait l'air de se demander s'il allait hurler ou pleurer. Peut-être les deux. Et moi? Je suis resté assis encore un moment. Silencieux. Laissant le silence peser dans l'air comme le dernier écho après qu'une cloche s'arrête de sonner. Plus personne ne me regardait. Pas vraiment. Même Marc avait baissé les yeux. Je me suis levé sans rien dire. Pas de discours. Pas d'adieu. J'ai fermé mon dossier, glissé dans ma mallette, et boutonné mon manteau. Thibaut n'a pas bougé. Sophie n'a même pas levé la tête. J'ai ouvert la porte, suis sorti dans le couloir, et je suis parti. C'était la fin. Ou du moins la partie où ils étaient présents. Ce qui venait après? C'était à moi. Les semaines après cette réunion ont été calmes. Pas dans le sens paix et sérénité, et plutôt le calme après qu'une tempête a tout ravagé et qu'on est sur le perron à se demander par où commencer. Je ne jubilais pas, pas vraiment. Mais je ne pleurais plus non plus. Quelque chose avait changé. J'avais passé des mois à regarder tout ce que j'avais bâti presque s'effondrer sous la trahison, la cupidité et l'orgueil. Et maintenant c'était à moi à nouveau, ou du moins, j'avais une chance de le récupérer. Ça n'a pas pris longtemps avant que l'entreprise, ce qu'il en restait, soit mise aux enchères. Entre les licences révoquées, les opérations à l'arrêt, la vague d'indemnités qu'ils devaient honorer, et les dettes qui s'accumulaient, Sophie et Thibaut n'avaient pas le choix. L'affaire qu'ils avaient essayé de voler était devenue une encre autour de leur cou. J'ai suivi le processus de loin, resté discret, pas enchéri tout de suite. J'ai attendu.
Les prix ont démarré haut, mais au fil des semaines, quand les acheteurs ont réalisé que les brevets étaient hors jeu, l'intérêt s'est évaporé vite. Ce qui était une entreprise précieuse s'est transformé en entrepôt rempli de machines inutiles et de meubles de bureau dont personne ne voulait. Finalement, je suis intervenu. Pas sous mon nom, bien sûr. J'ai fait arranger ça par mon avocat via une holding. On a récupéré les équipements de production, le bail de l'usine, même le nom de l'entreprise pour presque rien. Je crois qu'on a payé moins que ce qu'on dépensait pour un seul mois de paie avant. Une fois tout sécurisé, j'ai rappelé les gens. La nouvelle s'est répandue vite. Je n'ai même pas eu à poster d'annonce. Ceux qui n'avaient pas déjà pris leurs indemnités et déménagé sont revenus dès qu'ils ont su que je redémarrais l'endroit. Certains avaient monté de petites affaires avec leurs indemnités et garage auto, traiteur, une entreprise de paysagisme déjà bookée jusqu'à l'automne. Quelques-uns ont décidé de prendre une retraite anticipée. Mais la plupart? Ils sont revenus. Pas parce qu'ils y étaient obligés, mais parce qu'ils le voulaient. Il y a quelque chose dans une équipe qui a traversé le feu ensemble. Ils se fichaient des beaux bâtiments ou des bureaux d'angle. Ils voulaient juste reprendre un boulot honnête avec des gens de confiance. On était plus maigre, plus malin, et plus engagé que jamais. La production a redémarré en quelques semaines. Petite série, modèle simple au début. Mais les commandes ont grimpé vite, surtout quand le bruit a couru qu'on était à nouveau local et qu'on ne délocalisait rien. Il y a de la fierté là-dedans, et les clients l'ont remarqué. Les gens voulaient soutenir du vrai. Sophie et Thibaut, eux, ont disparu du monde des affaires. La dernière fois que j'ai entendu parler de Thibaut, il avait fait une faillite personnelle. Je suppose que la montagne de dettes, combinée au fait qu'il n'avait pas accès aux indemnités, a frappé plus fort qu'il ne l'avait prévu. Son nom a arrêté d'apparaître dans les cercles financiers. Il est devenu un fantôme. Sophie a quitté la ville peu après que tout s'est effondré. Son rêve de fuir notre petite vie provinciale s'est réalisé mais pas comme elle l'imaginait. Il paraît que quand on brûle tous les ponts, c'est dur de trouver du nouveau terrain. Une connaissance d'une connaissance a dit qu'elle bossait dans un resto routier à 2 départements d'ici. Serveuse. Essuyant les box. Toujours avec son vieux charme comme un badge, mais ça n'ouvrait plus les portes comme avant. Je lui ai envoyé de l'argent. Pas pour elle. Pour nos filles. Je ne voulais pas qu'elles s'inquiètent que leur mère se fasse expulser ou galère pour payer les factures. Peu importe ce qui s'est passé entre nous, elle reste leur mère. Je ne lui ai pas dit d'où ça venait. Pas besoin de merci. Juste veiller à ce que ça arrive par les bons canaux. Quant à mes filles, eh bien, elles m'ont surpris. Je pensais toujours qu'elles partiraient après leurs études, chasseraient des carrières en ville. Mais après tout ça, elles ont toutes les deux pris contact. Elles avaient entendu des bribes par la rumeur, mais une fois qu'elles ont vu que j'avais repris l'entreprise, elles ont posé des questions. Puis elles sont venues en visite. Puis elles sont restées. Maintenant elles bossent toutes les deux avec moi. L'une gère les opérations, l'autre plonge dans le développement produit. Il s'avère qu'elles aiment la vie en petite ville plus qu'elles ne le pensaient. Ou peut-être qu'elles apprécient juste de travailler pour quelque chose de vrai, avec des racines. Et moi? J'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Ou plutôt, j'ai croisé quelqu'un qui ne demande jamais ce que je faisais avant ou combien je gagnais. Elle fait une tarte aux pommes maison à ce damné, randonne le dimanche, et c'est resté silencieux sans que ça devienne gênant. Elle dit la vérité. À chaque fois. Et elle me fait sentir que j'ai encore quelque chose à offrir qui n'est pas lié à un titre ou un compte en banque. Elle rit à mes blagues nulles, lit de vieux livres de poche, et n'a pas besoin d'aller dans des endroits chics. Et le meilleur? Elle pense que je suis malin. Pas roublard, pas clinquant, juste réfléchi. Intelligent à la manière discrète. Et ça suffit. L'entreprise tourne à nouveau. Les gens sont de retour. Mes filles construisent leur avenir ici même. Et les deux qui ont essayé de tout détruire? Ils sont partis. Pas juste de l'entreprise mais de l'histoire. Je ne suis pas amer. Je suis juste reconnaissant d'être passé au travers. Parfois, recommencer veut dire nettoyer plus que de l'espace. Parfois, ça veut dire retrouver son équilibre les deux mains bien posées au sol. Partagez votre opinion dans les commentaires, qui est le pire dans cette histoire, la femme qui a trahi sa famille ou l'amant qui a trahi son meilleur ami? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo.